Dans cette vidéo, on va voir le secret des ombres réalistes de la Joconde par Léonard de Vinci. Bienvenue sur Itsart. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment Léonard de Vinci faisait à l'époque pour donner cette illusion de réalité, comme si le modèle sortait du tableau pour te parler. C'est comme si tu pouvais, c'est tellement réaliste que tu pouvais avoir un échange avec elle. C'était vraiment une innovation à l'époque. Comment lui, il faisait grâce à sa méthode si particulière, et c'est vraiment tout à l'opposé de ce qui se faisait à l'époque en termes d'observation et en termes de représentation picturale. Et une fois que tu as compris et maîtrisé ça, ça va vraiment t'aider dans ta manière d'approcher le dessin et d'approcher ton observation sur chaque chose que tu vois à travers tes yeux. Et il faut savoir, s'il n'y a pas eu d'œuvre de Léonard de Vinci, il n'y aurait pas eu des œuvres comme Georges de la Tour où la lumière est tellement forte, tellement puissante, ni dans la narration comme chez Eugène Delacroix, ni même nos plus contemporains comme Singer et les plus loufoques Min Jun. Il faut vraiment que tu observes vraiment bien l'ombre, tu vois, entre par exemple cette peinture très impressionniste et cette peinture plus ou moins très surréaliste et loufoque, mais tu vois qu'on a toujours cet effet de volume, cet effet de réalité dans ces œuvres. Et c'est vraiment autour de tout le travail de Léonard de Vinci qui a permis de comprendre tout cela. Et une fois toi que tu as compris tout ce que faisait Léonard de Vinci, tu pourras dessiner de manière beaucoup plus réaliste, mais observer les choses qui t'entourent d'une autre manière, et ce qui va te faire gagner beaucoup de temps sur ton observation et sur ton propre art. Et tout ça pour en revenir à Léonard de Vinci, où on peut voir le summum de son propre art, c'est vraiment autour de la Joconde. Si tu peux voir ici qu'on a vraiment un très très bon modelé, on pourrait pratiquement presque toucher la Joconde, tellement on a cette impression de réalisme, comme j'ai dit au début que le modèle sortait du tableau. Et pour te le prouver, tu peux regarder par exemple la Joconde en noir et blanc, que juste sans couleur, tu peux vraiment identifier, déjà reconnaître la personne et identifier le volume de son visage, tu vois, autour de sa joue, autour de son nez, de ses yeux, tu vois, tu peux vraiment sentir. Et même au niveau du cou, où on voit pas la distinction entre le cou et la tête, on comprend réellement qu'il y a du volume dans ces zones-là. Et pour te prouver que les ombres sont extrêmement importants, je t'ai fait une simplification schématique de la tête de la Joconde en bleu, blanc et rouge. C'est-à-dire que, tu vois, juste en observant les ombres de la Joconde, on arrive à identifier la personne. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais pris ici un ciseau et j'ai découpé les bords entre les zones blanches et les zones noires. Et tu peux juste comme ça identifier Mona Lisa. Par exemple, juste le nez, tu vois, ici, là, j'ai pas dessiné un nez pour dire que c'est un nez, j'ai juste fait les ombres du nez. Par exemple, la bouche, tu vois, ici, tu peux pas, enfin, si tu regardes juste la forme de sa bouche, tu peux pas te dire que c'est une bouche, mais juste en comprenant les ombres, tu peux réellement dire que c'est une bouche. Par exemple, aussi, à cet arc de cercle rouge avec cet arc de cercle blanc, tu peux comprendre que c'est un œil, tu vois, t'as pas besoin de dessiner un œil pour dire que c'est un œil. Et donc ça a été vraiment une révolution à l'époque. Il faut savoir que ce n'est pas vraiment une invention picturale ou quoi que ce soit, c'est pas un style, c'est ni une manière de peindre, c'est vraiment une observation approfondie de la lumière et des ombres dans la réalité et retranscrit sur la peinture. Et pour aller plus loin dans la comparaison de ce qui se faisait à l'époque, par exemple Botticelli, en 1484, souviens-toi bien de cette date, tu vois, c'est par exemple le travail des yeux, pour comparer aux yeux de Mona Lisa, tu vois, ici c'est beaucoup plus dans les lignes, alors qu'ici on est beaucoup plus dans la valeur et dans les ombres. Par exemple, au niveau du nez aussi, tu vois, ici qu'on a vraiment l'arc de cercle des narines, le contour des narines, le contour du nez, ici le contour de la bouche, et même ici le contour de la mâchoire. Alors que ici, Léonard de Vinci, sur Mona Lisa, a juste travaillé une masse d'ombre, tu vois. Par exemple ici, tu vois, si tu plies bien les yeux, on pourrait presque oublier qu'il y a une petite ligne ici. Alors que le nez, tu vois, vraiment, ça aurait marché même si Léonard de Vinci n'aurait pas fait le petit trou du nez. Tu vois, c'est ça qui a vraiment révolutionné et c'est ça qui donne vraiment cet aspect de réalisme du tableau. Et toutes ces notions-là se résument autour d'un seul mot qu'on appelle le clair-obscur. Le clair-obscur, ça vient de l'italien chiaroscuro, c'est-à-dire qu'à l'époque de la Renaissance, toutes les nouveautés de l'art, les recherches et les plus grands artistes venaient de l'Italie. C'est-à-dire que même en anglais, on a gardé le mot chiaroscuro, il n'y a qu'en français qu'on a traduit le mot. En fait, chiaro qui veut dire clair et lumineux, et oscuro qui veut dire sombre et obscur. Et c'est vraiment à l'époque de la Renaissance, à la création du papier teinté, qui a rendu populaire cette manière de dessiner, de reproduire la réalité, notamment par la fresque Histoire de la vie de Saint Jean-Baptiste. Pourquoi c'est une fresque? En fait, c'est parce qu'on manquait de budget à l'époque pour faire des statues partout. Et par conséquent, on a utilisé les notions de clair-obscur pour représenter des statues, et ce qui a permis de donner des illusions beaucoup plus réalistes
aux œuvres. C'est-à-dire qu'on a utilisé un mur qui est du coup teinté avec une demi-teinte, une tonalité intermédiaire, c'est-à-dire qui se trouve entre la couleur la plus foncée que tu peux voir ici et la couleur la plus claire qui est le blanc. Et par conséquent, grâce à la couleur foncée, tu pouvais dessiner avec des valeurs vraiment simples le contour et quelques petits dégradés, et juste avec le blanc, et c'est vraiment le blanc qui donne cette illusion du modèle qui sort vraiment du mur. Et donc regardons plus en détail le processus de dessin que faisait Léonard de Vinci à l'époque, l'étude de Drapé en 1470, c'est-à-dire que juste quelques années après, il y a eu la naissance de Vénus. C'est à quel point tu pouvais voir qu'ici, Léonard de Vinci était en avance techniquement dans son temps, et en fait, comme tu peux le voir, il utilisait à l'époque la technique de la demi-teinte, c'est-à-dire que par exemple on imagine que c'est un bout de papier, en fait il prenait énormément de temps à observer justement entre la lumière que tu peux voir ici, tu vois les formes de lumière et les formes dans l'ombre. Et par conséquent, les formes dans lumière, pour lui on va dire que c'était au départ une demi-teinte, et en fait il avait juste à chercher les zones d'ombre et il passait énormément de son temps à trouver cette limite là. Et il ne faisait que dessiner ça. Et en fait, ça permet justement de prendre plus son temps et d'avoir un dessin beaucoup plus juste dans l'observation, parce que tu n'as juste que deux valeurs à chercher et à reproduire. Et c'est juste après d'avoir passé 50% de son temps à dessiner ça, qui passe ensuite à donner une teinte beaucoup plus foncée après pour donner plus de valeur et enrichir un peu plus en détail son œuvre. Et c'est seulement à la fin qu'il fait un rayon blanc. Et ici, en fait, j'ai voulu te détailler encore plus par l'image. C'est-à-dire que voilà, au début, on fait une observation à deux valeurs. Délimitation des zones d'ombre et lumineuses. Et ensuite, on détaille les zones d'ombre. Ensuite, c'est cette étape-là qui est nouvelle, qu'on mélange les zones d'ombre. C'est-à-dire qu'on va utiliser la nouvelle technique qu'il a inventée un petit peu plus tard, le sfumato, qui est plus célèbre que le clair-obscur. C'est une technique qui est en complément justement du clair-obscur, qui permettent de mélanger les zones lumineuses et les zones sombres. On a vraiment quelque chose de vraiment intermédiaire entre les deux teintes et qui crée un effet de dégradé. Et c'est à la fin que ici tu vois, tu rajoutes vraiment le rayon blanc et c'est ça qui donne tout le volume à ses œuvres. Et c'est vraiment magnifique. Et une fois que Léonard de Vinci a fait son temps, et 100 ans plus tard, on a eu un nouvel artiste qu'on appelle le Caravage ou Caravaggio en italien. Et voici une illustration de son portrait par son ami Léonie. Et en fait, Caravage, il allait encore plus loin dans le clair-obscur. Il a réussi à mettre de l'émotion dans ses œuvres, beaucoup plus puissant que ce que faisait Léonard de Vinci. C'est-à-dire que grâce à une lumière, en fait, par les ombres, il a vraiment contrasté beaucoup plus la lumière et les ombres pour donner un aspect beaucoup plus théâtral et dramatique dans la scène. Et ce qui donne vraiment cette impression où tu es impliqué et où tu es dans la scène avec les acteurs. Et ça permet aussi, comme j'ai été dit, de renforcer l'ambiance dramatique de la scène, notamment dans Le garçon mordu par un lézard. Tu vois, t'as vraiment, tu sens, tu vis vraiment l'action avec le garçon, et par le travail des ombres, et justement par l'effet de danger qu'il a réussi à reproduire par une lumière indirecte. Pour ce dernier terme, on le verra beaucoup plus tard. Et donc, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne pour pas la louper. Et pour en revenir à Le Caravage, le clair-obscur n'a pas seulement pour objectif de donner une ambiance beaucoup plus dramatique, il a aussi pour but de donner une ambiance beaucoup plus réaliste, notamment dans la peinture de genre, où ici tu peux voir une scène plutôt naïve dans La diseuse de Bonaventure. C'est-à-dire qu'ici on a un vagabond qui se fait lire l'avenir par une diseuse de Bonaventure. En fait, la diseuse est en train de voler une bague ici que tu peux voir, enfin que tu peux pas vraiment voir, mais en fait elle vole une bague au vagabond. Et ça représente une histoire vraiment réelle à l'époque, et par conséquent on se sent témoin de la tromperie et de la naïveté de la victime. Caravage n'a jamais créé d'école ni d'atelier, mais il avait beaucoup eu de suiveurs justement qu'on appelle le mouvement caravesque, que tu peux retrouver dans la peinture baroque flamande, par exemple chez Paul Rubens. Par exemple dans ce portrait là, tu pourrais presque dire que c'est Caravage qui a peint Rubens, mais en fait non, c'est un autoportrait. Tu vois, ici tu as une simplification que tu retrouves par exemple comme tout à l'heure chez De Vinci, et si tu plies bien les yeux, tu peux vraiment voir les formes et le sculpté justement issu de Léonard de Vinci et de Caravage, que tu peux retrouver aussi dans les scènes mythologiques de Rubens. On pourrait presque dire que c'est des corps inspirés de Michel-Ange avec des ombres de Léonard de Vinci et de Caravage.
Et plus encore, par exemple chez Vermeer, tu pourrais voir sur la laitière, ici, tu vois, tu pourrais presque dire que c'est la Joconde, hein, pratiquement, hein, c'est, tu vois, la lumière qui vient de gauche, qui tape en douceur sur la laitière, et vraiment, tu vois, cette lumière, tu vois, au clair-obscur, qui est très très tranchée. Si tu plies bien les yeux, tu pourrais presque voir les formes, qu'on n'aurait même pas eu besoin de dessiner les sourcils, qu'on aurait compris le sculpter, le modeler de la tête, tout le volume. Et ici, c'est parfaitement ce que tu retrouves, hein, le fond noir à la Caravage, les ombres à la fois douces comme la Joconde et tranchées comme Caravage, hein, et vraiment, tu as vraiment cette illusion de réalisme de la demoiselle qui te regarde et qui est pratiquement en train de discuter avec toi. Et le clair-obscur ne s'est pas arrêté là, il a continué à progresser d'une façon très picturale, notamment chez Édouard Manet, que tu peux retrouver sur le tableau Le Déjeuner sur l'herbe, que tu peux le voir aussi dans le musée Orsay. Par exemple, sur le modèle qui est en premier plan dénudé, si tu plies bien les yeux, tu peux pratiquement te dire que la couleur de la chair est un aplat et qu'il a juste utilisé quelques traits par les ombres, tu vois, par exemple l'ombre du pli de la peau, quelques ombres un petit peu plus larges du cou et du visage pour donner juste un petit peu de volume, et ce qui fait tout le charme et la simplicité de son œuvre, que tu retrouves aussi sur le portrait de son voisin et que tu retrouves dans le fond avec cette femme qui n'est pas très mise en valeur, mais qu'on sent sa présence et qu'on sent la structure de son corps par les ombres. Que tu retrouves aussi la même chose un petit peu plus expressive peut-être dans le portrait de ce bourgeois du tableau au conservatoire. Tu vois vraiment que les ombres sont travaillées d'une manière très abstraite entre guillemets, mais tu peux bien voir que la forme est aussi très simple et juste un aplat dans l'ombre permettent simplement d'illustrer ce volume et donc donner du volume à tout l'ensemble de la tête. Et donc Manet, par sa modernité, a vraiment lancé le mouvement impressionnisme, cet mouvement impressionnisme que tu retrouves aussi chez Degas, beaucoup plus en mouvement, que tu retrouveras peut-être aussi dans la peinture de Renoir. Ce que j'aime beaucoup chez Degas, c'est que tu retrouves son travail du mouvement par le clair-obscur. Par exemple, sur son croquis des danseuses, tu peux voir qu'il utilise vraiment bien comme il faut le blanc, le réau blanc avec la demi-teinte et la couleur sombre. Et petite astuce pour dessiner le clair-obscur, c'est-à-dire qu'on ne mélange jamais le réau avec la couleur sombre. C'est-à-dire que voilà, il y a toujours une zone de réau, une zone intermédiaire et une zone sombre. À savoir qu'aussi qu'à l'époque où par exemple quand il a illustré Danseuse en bleu, il était pratiquement aveugle, c'est-à-dire que juste même un aveugle peut percevoir le clair-obscur quand c'est bien fait, hein. C'est-à-dire que voilà, tu vois, juste avec le clair-obscur, tu peux identifier, comprendre les mouvements et l'histoire de la scène. Et c'est vraiment ça qui est magnifique. Et évidemment, après Degas, le clair-obscur a encore progressé, notamment dans la pop culture, surtout dans les BD. Et ce que j'aime le plus, par exemple, chez les BD de Frank Frazetta, c'est sa manière de illustrer les histoires. Par exemple, dans Conan le Conquérant, si tu remarques bien, le clair-obscur a permis de sculpter justement le corps guerrier de ce personnage-là, mais vraiment de le mettre vraiment contrasté par rapport à la scène en entier. C'est-à-dire, par exemple, ce personnage-là qui est en second plan, avec la tête de mort, en fait, tu vois, si tu remarques bien, il est travaillé en silhouette, et c'est vraiment par le clair-obscur qui a permis ce travail de silhouette et ce qui permet de donner du volume seulement avec les ombres à ce personnage-là. Et à la fois, si tu remarques bien, le personnage central est vraiment très très mis en valeur, notamment par le contraste des ombres. Et par exemple ici on a une couleur qui part un peu dans le violet et donc qui attire beaucoup moins l'œil que le noir du personnage principal. De la même manière que sur l'illustration Enfant du Soleil, si tu remarques bien, Frazetta, il a mis en arrière-plan par des silhouettes simples et quelques petites touches d'ombre pour donner du volume à ses corps, mais le corps principal a été surtout contrasté par les ombres. Ici là, tu peux voir la forme pratiquement en aplat du personnage qui renforce vraiment son côté guerrier et la structure de son corps face à son interlocuteur qui lui est plus dans la lumière mais beaucoup moins contrasté, et tu comprends directement qui va se battre et qui regarde le combat. Et si tu remarques bien, si tu comprends de mieux en mieux le clair-obscur, par exemple la jambe en arrière-plan a été volontairement mis dans l'ombre afin de donner plus de volume à ce corps, et
au final, tout ce travail-là est vraiment très complémentaire qui donne du volume à l'entièreté de la scène. Et au même moment, beaucoup moins réaliste, on retrouve par exemple dans les BD de Marvel qui sont beaucoup plus dans l'estampe japonaise, beaucoup plus simplifiées. Pourquoi ça? C'est parce que ça permet d'être plus facile à dessiner, plus économique et finalement ça permet que toi, en tant que lecteur, de comprendre plus facilement justement les actions et tout la complexité de la scène, tu vois, avec plein de personnages ici, là, mais tu arrives quand même à comprendre l'histoire et ce qui se raconte à travers l'image. Et comment c'est fait? C'est en fait, si tu remarques bien, les traits sont pas seulement faits pour faire du contour, mais aussi faits pour donner du volume au corps. Et en fait, ce volume-là, il a été vraiment dessiné par le clair-obscur. Par exemple, au niveau des aisselles à côté des biceps, tu vois, ces traits-là, et ce trait-là qui est sur son bras droit, tu vois, c'est vraiment travaillé et issu d'une observation au clair-obscur. Par exemple, ce personnage en vert, si tu regardes bien ses biceps, tu vois, t'as pas vraiment besoin de bien dessiner le biceps, c'est juste une forme d'ombre simple pour le comprendre. Et pareil pour Captain America au fond en bleu, tu vois, la grosse masse d'ombre, c'est largement suffisant pour comprendre la structure et la position du corps de ce personnage-là. Et bien sûr, ça a encore progressé avec les années, 30 ans après. On retrouve par exemple dans les BD plus modernes de nos jours, dans les années, après les années 2000, on a quelque chose de beaucoup plus graphique, beaucoup plus aplati au niveau des zones. Tu vois, si tu remarques bien l'aplat qu'il y a avec les zones d'ombre, en fait, ça permet de ressortir plus les zones lumineuses. Et donc, détailler certaines zones, comme par exemple cette zone qui est dans la lumière, et par les ombres, en fait, ça fait un effet de contraste entre les zones vides et les zones détaillées, et ce qui donne vraiment un rythme dans la lecture visuelle. Et on pourrait presque dire c'est un mélange de Caravage et d'estampes japonaises. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. Et d'ailleurs, si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner parce que je n'ai pas vraiment fini de parler du clair-obscur. Et donc les vidéos à venir seront comment dessiner vraiment au clair-obscur avec la méthode moderne. Et ce qui est bizarre, c'est que les méthodes modernes m'ont permis de comprendre les méthodes anciennes et surtout l'importance de comprendre ce qu'a fait Léonard de Vinci. Et ensuite, il y a aussi une vidéo qui s'appellera le Terminator. C'est un terme un peu bizarre pour dire la lumière indirecte. Enfin, c'est issu de la lumière directe, mais tu en sauras plus dans cette vidéo-là. Et pour terminer, si je t'ai appris quelque chose, n'hésite pas à l'envoyer par mail, par Messenger ou par WhatsApp ou même par SMS à un ami qui dessine aussi et qui a besoin d'apprendre à observer les ombres. Et sur ce, je te dis à très vite. Ciao!